par rapport également à ce qui s'est dit, ou à la position qu'ont eu mes collègues hier, j'ai pensé qu'il était important peut-être aussi de mettre en perspective ma réflexion avec un parcours personnel, ce qui est aussi d'une certaine manière logique quand on est émérite, puisqu'on a une carrière qui s'achève et on peut se permettre peut-être de faire un bilan concernant ces questions que j'ai abordées depuis une bonne vingtaine d'années, toujours dans le cadre de Bordeaux, avec cette première remarque, c'est que la liberté académique dont nous parlons ces jours-ci m'a toujours été laissée de manière totalement ouverte. J'ai fait tout au long de ma carrière ce que je voulais. Donc, parce que hier on a entendu qu'il y avait quand même des pressions dans certaines disciplines, de l'institution et ainsi de suite. Alors peut-être c'est un cas particulier parce que l'histoire de l'art est une discipline peut-être un petit peu secondaire, minime, sans enjeu, et qu'on peut laisser faire les historiens dans leur petit coin ce qu'ils ont envie de faire. Toujours est-il que donc, j'ai eu envie, pour des raisons sur lesquelles je vais peut-être revenir un petit peu, de traiter des arts coloniaux, parce que l'histoire de l'art telle que je la conçois est une histoire de l'art très historienne, je le revendique, hein, un peu positif peut-être même. On retourne aux sources, on étudie les œuvres, on ne se contente pas de les interpréter à partir d'a priori diverses et variées, mais avec un sentiment d'incomplétude de la discipline, parce que la discipline elle-même, et c'est peut-être là que se trouve la nécessité d'affirmer une liberté face à la discipline, c'est que la discipline m'apparaît assez sclérosée, m'apparaissait peut-être assez sclérosée, ayant intégré des dictates, des valeurs, des catégories, qui faisaient qu'on ne travaille pas sur certains objets. Vous pouviez écrire une 42e thèse sur Van Gogh, mais il n'y a jamais eu de thèse sur tel artiste, sur Jean Bouchot, artiste ayant pourtant fait des œuvres extraordinaires au Cambodge, en Afrique noire, et ainsi de suite. Il y a donc bien dans notre discipline des hiérarchies, des objets privilégiés, voire des points aveugles, comme on disait aussi hier. Ça, c'est très important, et j'ai éprouvé le besoin à partir du moment où je me suis rendu compte que les objets qui m'intéressaient n'étaient pas adéquats à la discipline dans laquelle j'étais inscrit. Et donc, il m'a semblé nécessaire de compléter la formation. Et pour moi, c'était évidemment l'anthropologie. La discipline fondamentale qui pouvait venir aider l'histoire de l'art à s'extraire de ces impasses, parce que pour moi, ce sont des impasses, hein, c'était l'anthropologie. Pourquoi? Parce que l'anthropologie ne véhicule pas un certain nombre de valeurs que nous avons en histoire de l'art. Vous savez, en histoire de l'art, il y a les génies, il y a les chefs-d'œuvre, il y a tout un tas de choses que on passe notre temps à les déconstruire, mais dès que vous sortez passez la porte, à la télé ou ailleurs, tout ça fonctionne toujours. Et même dans nos imaginaires, il y a toujours ces éléments-là qui pèsent. Or, je m'intéressais à beaucoup d'objets qui étaient rarement des chefs-d'œuvre, et qui étaient peut-être même des œuvres qui posaient problème, et qui posaient des problèmes, alors anthropologiques, historiques, sociologiques et tout ça, et qu'il était totalement impossible de n'aborder, me semble-t-il, que par l'histoire de l'art. Et je me suis spécialisé, entre guillemets, hein, parce que quand on se spécialise sur beaucoup de choses, on n'est plus vraiment spécialiste, dans 3 champs qui justement échappaient totalement à l'histoire de l'art habituelle. J'insisterai sur le premier, je l'ai noté, vous l'avez sous les yeux, architecture des synagogues et art juif. Le jour où j'ai décidé de m'intéresser à cela, je suis devenu le spécialiste français, figurez-vous. Quand vous êtes tout seul, vous êtes spécialiste. C'était très commode, c'était très sympathique, mais évidemment, voilà bien un champ totalement négligé. On n'a jamais fait un cours d'histoire de l'art juif dans une université française. Pourquoi? J'aborde pas la question, c'est pas la question du jour, mais vous comprenez, cette première expérience pour moi était fondamentale. Pourquoi? Parce que de ce fait, j'ai dû adapter ma discipline à mon objet. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui adaptent l'objet à la discipline. Ça, c'est encore assez croquignolé quand même. Hein? Non, j'ai voulu adapter donc ma discipline à les objets. Donc, premier objet un peu bizarre, qui touche également à des questions identitaires profondes, et je le dis tout de suite. La fameuse
Paloma vient encore de l'évoquer, on l'a évoqué hier, l'assignation, hein, les concernés. Je ne suis pas juif. Donc, je ne suis pas concerné. Si, je suis concerné, évidemment, sinon je n'aurais pas suivi ce parcours et je ne serais pas devenu, entre guillemets, un spécialiste. Mais, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir construire, justement, un objet d'étude dont on n'est pas, en quelque sorte, obligé de le prendre en charge. Parce que l'assignation, on y reviendra certainement avec mes collègues, c'est bien toujours, vous savez, le poids de la communauté, le poids du groupe, ou bien le sentiment que l'on doit faire quelque chose par configuration personnelle très très différente. Deuxième objet, j'ai toujours été irrité par la place prise par les avant-gardes dans l'histoire de l'art. Car l'histoire de l'art, telle qu'elle fonctionne, est téléologique, hein, c'est-à-dire que l'on construit une histoire de l'art pour justifier l'abstraction. Hein, voilà, c'était normal que l'abstraction arrive au bout d'un certain temps. Et on va aller chercher au XVIIIe siècle les origines de telle ou telle question, ou les origines de l'impressionnisme au XVIIIe siècle, parce que l'impressionnisme c'est un moment fort, c'est un moment essentiel, alors on construit l'histoire en fonction de ça. Donc elle est téléologique, elle est ethnocentrée, ai-je besoin de le préciser? Un étudiant qui n'aurait pas étudié la Renaissance italienne serait évidemment un étudiant handicapé. Un étudiant qui n'a pas étudié l'art juif ou qui n'a pas étudié l'art africain, il n'a aucun problème. Pourquoi? Y a-t-il une hiérarchie entre les cultures, entre les civilisations, entre les peuples? C'est absolument sous-entendu par notre discipline qui s'est focalisée. C'est normal, c'est son histoire, et d'une certaine manière, ce sont aussi ses grands référents. On a l'Antiquité, quand même, on a une demi, on a la Renaissance, on a l'impressionnisme, on a Picasso, donc vous imaginez? Oui, mais il y a 95% encore de la production artistique qui n'est pas prise en compte. Troisième champ, qui vient aussi du fait que j'ai travaillé sur l'art juif, les synagogues en Afrique du Nord. La question de l'art colonial. Et là, de nouveau, je me suis senti face à un champ entier complètement mis de côté. Alors, refuser le diktat de l'avant-gardisme dans la discipline, refuser la téléologie, refuser également ce que j'appelle le préjugé avant-gardiste progressiste. C'est, vous savez, les bons artistes, les grands artistes, les génies, ils sont plutôt de gauche. Hein. Vous avez remarqué quand même ça. Hein. Ils sont révolutionnaires, par exemple. Hein. Les architectes révolutionnaires. Hein. Quand les historiens d'architecture ont inventé les architectes révolutionnaires en y mettant le doux, on croit rêver quand même. Hein. Mais vous comprenez, révolutionnaire. Donc il y a bien là, je dirais, un petit problème, si vous voulez, qui fait que les corpus que l'on étudie en histoire de l'art sont très fermés. Donc, je vais vous montrer des images de ce que j'appelle les arts coloniaux. Une fois que j'aurai rendu hommage, évidemment, au centre François-Georges Parizet, auquel j'ai participé de longues années, qui est un membre éminent, dont Paloma est un membre également, puisqu'elle fait sa thèse dans ce cadre-là, où nous avons réalisé un certain nombre de travaux, de colloques, tout à fait fondamentaux à mes yeux, mais sans beaucoup d'écho. Sans beaucoup d'écho, pourquoi? Parce que nous allons évidemment aborder la question qui est de la réception de ce type de travail. C'est l'histoire de l'art, donc c'est pas très sérieux pour les historiens, et c'est une histoire de l'art beaucoup trop classique, entre guillemets, pour séduire, alors ce que je ne sais absolument pas qualifier, qui serait ce milieu que vous évoquiez, le postcolonial, décolonial, et ainsi de suite, ces milieux-là, si vous voulez, les milieux porteurs. Et il n'y a pas de dialogue. Mais toujours est-il que nous avons donc, avec des titres un peu provocateurs, évidemment, nos artistes aux colonies, un livre sur la Tunisie, ce qui n'est pas très étonnant, parce que j'ai beaucoup de liens avec la Tunisie, et puis un colloque avec le musée du Quai Branly, expérience très très intéressante. C'est quand même le musée du Quai Branly, mais à l'intérieur même du musée du Quai Branly, ostracisme, si vous voulez, d'une part des membres de ce musée, parce que c'était la section historique, c'était, vous voyez, on ressortait, c'était à l'occasion d'une expo absolument fondamentale qui était Peinture des lointains. C'était la première fois qu'on ressortait toute la peinture coloniale qui était dans les réserves depuis les années 60. Alors vous allez me dire, mais c'est une honte de les ressortir. Ben non, en tant qu'historien, ce n'est pas une honte, c'est une honte de les cacher. Et cette expo était vraiment importante. Or d'ailleurs, elle n'a pas suscité véritablement de polémique. C'est ça qui est aussi très intéressant. Bien. Donc voilà. Alors, première confrontation, un tableau d'un artiste que vous ne connaissez pas, sauf cas exceptionnel, Albert Aublé, qui nous fait une jolie Tunisienne au salon de 1913. Aublé vit à Tunis, il fait des Tunisiennes.
C'est la veine orientaliste qui se poursuit, bien évidemment, tout au long d'une partie du XXe siècle. Et on ne peut pas comprendre l'art colonial sans les racines, évidemment, qui sont du côté de l'orientalisme. J'emploie ici orientalisme au sens de l'histoire de l'art, c'est-à-dire traité de l'Orient, ce qui ne nous empêchera pas, évidemment, aussi de référer à l'orientalisme de Saint Édouard Saïd, parce que, bien évidemment, il faut, comment dire, participer du débat de son temps et avoir conscience de tout ce qui s'est dit de passionnant sur l'orientalisme. Et je mets en face, alors lui, aucun problème, il y a des études, des expos, et ainsi de suite. Gauguin, est-ce que c'est de l'art colonial? Ben oui, d'une certaine manière. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que vous avez besoin de cette catégorie pour classer Gauguin? Mais oui, justement, j'adore, moi, remettre Gauguin en contexte. Gauguin n'aurait pas demandé mieux que d'avoir une bourse de l'État pour partir, hein. Parce que, vous savez, une des bases de l'art colonial, c'est que l'État donne des bourses aux artistes pour qu'ils voyagent à travers le monde, surtout dans nos colonies, hein, pour les exalter, pour en ramener de belles images. Gauguin, bon, il n'a pas obtenu, il est parti, et je n'approfondirai pas non plus le cas, mais simplement je veux confronter, si vous voulez. Vous voyez évidemment les destins différents. Alors, je ne vous dis pas comment, plastiquement, ça n'a rien à voir. Je ne nie pas l'importance de Gauguin, je ne nie pas le génie plastique de Gauguin, c'est une œuvre sublime, vous pouvez passer 3 heures devant au musée d'Orsay sans aucun problème. Je ne suis pas sûr que vous ne vous lassiez pas un peu de la Tunisienne d'Albert Aublé, mais il n'empêche que, est-ce que le critère de la discipline, c'est justement cette espèce de valeur, hein, la notion de chef-d'œuvre également, hein, qui est toujours sous-jacente, est-ce que c'est cette valeur? Donc ça pose beaucoup de problèmes à mes yeux. Alors voilà ce que c'est que l'art colonial, tel que nous l'entendons, et d'ailleurs nous l'employons la plupart du temps au pluriel, vous avez vu, les arts coloniaux. Pourquoi? Parce que c'est une telle multiplicité de choses que l'on peut ranger. Alors, il ne s'agit pas simplement de trouver des tiroirs, mais simplement le fait de rapprocher par cette catégorie dont on connaît les limites, hein, mais c'est une catégorie qui a quand même aussi sa valeur historique, elle existait. Hein, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on parle d'art colonial. Hein. Et on fait tout pour mettre en place l'art colonial. À Rome, il y a des expositions d'art colonial. Hein, ils sont appelés comme ça, pas des expos coloniales, des expositions d'art colonial. Donc c'est bien une notion d'époque. Voilà, donc vous avez des choses qui vont venir, bah, par exemple de Jean Bouchot que j'ai cité, il y a des œuvres absolument sublimes de Jean Bouchot qui a voyagé donc en Côte d'Ivoire en particulier, mais aussi, enfin c'est un grand spécialiste de l'art colonial, également en Indochine, enfin vraiment une œuvre tout à fait extraordinaire. Et puis, bien sûr, pour vous provoquer un peu, une sculpture d'un prix de Rome, parce que oui, je suis passé très très vite, mais je me suis beaucoup intéressé aussi aux prix de Rome, qui sont des malheureux délaissés de l'histoire de l'art. Pas autant, évidemment, de Berlioz. Hein, non, mais au XXe siècle. Comment peut-on être encore prix de Rome au XXe siècle? Ça paraît dérisoire. Et Joncher est un prix de Rome. Et là, il fait une sculpture, portrait d'Habib Ben-Lia, très intéressant, parce qu'Habib Ben-Lia est une figure qui est revenue beaucoup dans l'actualité, justement. Vous savez, cet acteur donc d'origine camerounaise, qui a une vraie carrière d'acteur, mais évidemment une carrière un peu compliquée, on lui fait jouer certains rôles, enfin bon, je n'entre pas dans ces... Et ici, on est dans quoi? Dans un portrait, vraiment, dans les arts décoratifs, dans du pastiche, on va qualifier ça de primitiviste. Ça, je vous rassure tout de suite. L'autre grande catégorie de l'histoire de l'art à laquelle il faut se référer, c'est le primitivisme. Gauguin, oui. Gauguin, après avoir été symboliste, après avoir été tout un tas de choses, il est aujourd'hui primitiviste. C'est très bien d'être primitiviste. Et puis, alors oui, pour moi, l'œuvre provocante, c'est évidemment Madame Germain Attipaza de Marius de Luzon, un peintre bordelais, en hommage aussi à des artistes locaux, un peintre bordelais qui représente donc Attipaza, je veux dire, Attipaza, Camus, enfin tout l'imaginaire de l'Algérie française. Hein. Car, bien sûr, l'art colonial a aussi très tôt intéressé les rapatriés. Ce qui était évidemment aussi une option un peu délicate, puisque ça semblait être une nostalgie de la colonie. Alors, sommes-nous, nous aussi, les historiens du colonial, des nostalgiques? Alors là, ce sont des images pour Paloma, elle pourrait mieux les commenter que moi, mais nous en faisons entrer aussi, histoire coloniale, des objets, on travaille sur les objets, je vous rappelle. Ce sont des productions d'Africains. Ces jeunes femmes sont africaines, mais sous la houlette des missionnaires, qui trouvent le moyen de leur faire des tapis de haute laine sur des motifs
pris en Afrique du Nord, parce que évidemment ce sont les sœurs, c'est un réseau de sœurs qui est implanté en Algérie, en Tunisie, ainsi de suite, qui fait faire des petites Africaines. Pourquoi je vous montre ça? C'est que quel est le statut de ces objets? Évidemment qu'ils sont coloniaux, pourtant ce sont quand même des productions d'artistes africains, d'artisans africains si vous préférez, mais complètement encadrés et dans des conditions de production qui sont totalement, qui les déconnectent totalement de leur culture. Alors on tient en même temps un discours sur le fait qu'on va sauver l'artisanat africain, qu'on va sauver les motifs et tout ça. Et à côté, vous avez, à l'Expo de 31, il y avait un pavillon d'émission avec des objets très très intéressants, produits donc par les écoles, les ateliers mis en place par les missionnaires, donc des petits Jésus, hein, des petits Jésus dans la crèche, mais faits par des Africains. Là aussi, quel est le statut de tous ces objets? Tous ces objets sont méprisés la plupart du temps, hein, ont été, hein, je pense qu'il faut dire ont été, parce qu'on commence à s'y intéresser de plus en plus, hein, mais ont été méprisés pendant longtemps, hein, comme étant des objets hybrides, des objets qui n'appartiennent à aucune culture. Un petit Jésus fait par un Congolais, est-ce que c'est peut être autant valorisé qu'une œuvre d'avant la colonisation? Parce qu'il y a le grand fantasme de la pureté culturelle d'avant la colonisation. Alors voilà, j'avance. Et puis, il y a des artisans qui deviennent vraiment des artistes. Voilà, une petite sculpture de Tsida, un sculpteur malgache, qui donc représente des lutteurs, peu importe le sujet, mais qui va faire... La preuve, on a son nom, hein. On a son nom, on peut le suivre un petit peu, il a fait quelques œuvres qui sont connues. Et puis, on produit aussi de l'art primitif dans le cadre colonial. Et c'est évidemment une question aussi tout à fait passionnante, parce que tout ce qu'on voit dans les musées qui sont auréolés de cette dimension de primitif, sont en partie des productions de la période coloniale. Et donc dans des cadres coloniaux. Il faudrait peut-être le rappeler. Là encore, vous ne comprenez pas du tout pour discréditer ces objets, mais pour avoir une réalité de la connaissance de ces objets, pour revenir aux sources et pour pouvoir les définir par rapport à ce qu'ils sont, et certainement pas uniquement à travers ce qu'ils représentent. Quant à l'art français d'inspiration coloniale, je l'ai retenu surtout parce qu'il y a en haut un buste de Vu Kaodam, un artiste indo-chinois qui frappe une très belle carrière, mais entre deux mondes. Carrière très difficile en vérité, entre deux mondes. Alors, j'en arrive à un de mes derniers objets d'étude qui a été l'occasion pour moi peut-être d'une évolution. Pendant longtemps, je me suis dit, avec le Centre Parisé, voilà, on fait notre travail sérieux, d'historien de l'art, on a les sources, on dépouille la presse, on retrouve les artistes, on essaye de trouver des archives d'artistes, on fait le boulot de base de l'historien. Et puis, on en reste là. On publie nos résultats, on fait connaître les artistes, les processus, hein, parce que l'art colonial, c'est d'abord et surtout un art commandité, et donc il faut prendre en considération les processus de production. Et puis, au bout d'un moment, on se dit tout de même, mais quand même, il y a deux discours parallèles qui ne se rencontrent jamais, qui est celui, évidemment, que nous tenons sur ces objets-là, objets qui ne sont pas étudiés, quasiment, par... Alors, ce que j'avais du mal à qualifier tout à l'heure, c'est-à-dire les postcolonial studies ou une certaine anthropologie, si vous voulez, qui va s'intéresser à ces objets-là, mais sans jamais prendre en considération le fait que tout de même, ce sont aussi des objets d'art. Et là, on est bien tiraillés, nous, dans ce... Et il me semble qu'il y a une œuvre absolument emblématique de ces questions, qui est le grand bas-relief donc du musée permanent des colonies, construit en 1931, qui existe toujours, parce que c'est ça aussi, tout un autre champ de mes recherches a été le patrimoine. Pourquoi c'est important? Parce que le patrimoine, il est là. Et il est là, donc on doit lui donner du sens aujourd'hui. Et pas simplement le sens en 1931. Hein, s'il a disparu, bon, on s'en fiche un peu, hein. On voit les photos anciennes. Mais là, il est là. Il est devenu le musée de l'histoire de l'immigration. Je cherche toujours un peu le nom parce qu'il n'a cessé de changer. Hein. C'est pas neutre. Et c'est une œuvre très complexe, mais aussi une œuvre que je me permets, alors peut-être en utilisant le mot chef-d'œuvre, alors que je le déconstruis par ailleurs, mais dans un espèce de second degré, comme étant le chef-d'œuvre de l'art colonial. C'est-à-dire un bas-relief qui fait quand même 1300 mètres carrés, fait en 2 ans. Alors, c'est une œuvre colossale. C'est une œuvre que j'estime digne
des Égyptiens, des Khmers, qui ont fait des bas-reliefs de cette nature. Mais on me dit, oui, mais le problème, c'est le sujet. Car le sujet donc, de ce mur, de ce bas-relief, ce sont les apports économiques des colonies à la France. Alors on ne comprendrait rien au projet si on ne parle pas de l'intérieur et tout, mais j'en ai pas le temps, hein. Déjà je suis trop long, n'est-ce pas? Donc je conclus rapidement. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, on s'aperçoit que le sujet importe dans la considération qu'on porte à une œuvre d'art. Là, ça commence à être, à mes yeux, un peu problématique. Alors, là, je vous ai mis une image à développer absolument extraordinaire, parce que grâce à des drones, on a maintenant la vision telle que l'avait rêvé Janniot, Alfred Janniot, prix de Rome, je me souviens, qui a donc été chargé de cette composition. Et grâce donc à des drones, des photos par drone, on a maintenant le développement. Ça a été pour moi un choc absolu que de le voir enfin comme cela. Et donc, voici des détails. Alors, évidemment, tous les visiteurs sont quand même un peu estomaqués. Hein. Quand vous arrivez, si vous en avez l'expérience, devant ce bas-relief, le premier réflexe, c'est waouh, hein, voilà, à peu près. Hein. Mais après, les gens sont très gênés. Ils ne savent pas comment le lire, comment le regarder, ainsi de suite. Donc j'ai voulu en proposer une lecture de chaque élément, en le recontextualisant et en comprenant bien que ce chef-d'œuvre de la sculpture, parce que Janniot est un grand sculpteur, ce chef-d'œuvre de la sculpture coloniale est bien une œuvre commanditée, une œuvre colonialiste, même si Janniot, paradoxalement, n'est pas un artiste colonial, il n'a jamais mis les pieds dans les colonies. Ce qui a jalousé, évidemment, enfin, il était jaloux de tout un tas d'artistes qui, eux, y étaient allés. Et donc, par exemple, ce texte, alors là, parce que j'ai la moitié de l'image qui est lâchée, moi. Ce texte, j'aime beaucoup ce texte d'un journaliste de 1931. C'est un chef-d'œuvre. Il me fait plaisir, mais simplement, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient. Il est là comme une gigantesque affiche pour chanter la gloire des colonies et vanter leurs produits. C'est son originalité, sa nouveauté, sa hardiesse, ainsi de suite. Il est là comme un magnifique boniment de placier en produits coloniaux. Et il dénonce évidemment l'exotisme et tout ça. C'est très intéressant. Il en reconnaît la qualité de chef-d'œuvre, mais pour autant, il met l'accent, alors que très souvent à l'époque, on gommait cette dimension de propagande colonialiste. Alors, le champ contemporain s'est beaucoup intéressé à l'Expo de 31, mais toujours dans le même sens. Dénonciation, comment dire, révélation. Vous savez, les écrivains qui révèlent quelque chose qui avait toujours été caché soigneusement, évidemment, par les historiens et par les hommes politiques. Je rappelle que le maréchal, Lyautey cette fois, pas l'autre, disait « ce sera un vivant musée des colonies et non une exhibition foraine ». Parce qu'évidemment, qui niera qu'il y ait eu dans les expos coloniales des exhibitions, hein, c'est une évidence. Simplement, il ne faut peut-être pas tout résumer en exhibition. Et quand un historien, ô combien très sérieux, Hermann Leibowitz, écrit « Je postule », j'adore hein, les phrases d'historiens qui commencent par « je postule hein, », sur quelle base, comment, moi je, quoi. Hein. Je postule donc que l'exposition de 1931, comme toutes les expositions coloniales, fut un de ces zoos humains. Et là, le mot est lâché. C'est un des mots à la mode, un mot omniprésent. Il y a des sites, il y a quasiment une revue, il y a des publications autour de zoos humains, et on ne cesse de développer cette thématique du zoo humain comme une évidence. Or, c'est une métaphore employée par des historiens dans les années 90, mais qui a eu un tel succès, si vous voulez, médiatique, que bien évidemment il n'y a plus de guillemets depuis longtemps, et que c'est plus une métaphore, c'est une réalité. Et quand un romancier, Didier Deninck, écrit un livre qui s'appelle Cannibal, où il raconte l'histoire des Kanaks que l'on a amenés, histoire, sombre histoire, pour faire le buzz, il situe la scène à l'exposition de 31. Et quand une historienne demande à M. Deninck, mais enfin, quand même, parce que Deninck, il a quand même un bagage historique, hein, d'historien et tout, quand même, vous savez bien que cette exhibition de Kanaks dans des conditions effectivement déplorables
n'était pas voulu par les responsables de l'expo, qu'ensuite c'était au jardin d'acclimatation, et que les gens qui ont fait ça, l'administrateur qui a fait ça, a été condamné. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a quand même tout un contexte. Monsieur Deninck répond, ah oui, mais c'était moins vendeur. Donc, on est quand même là, et là je touche à la fin de mon propos, vous comprenez bien, on est franchement là, confronté à des discours qui se moquent des réalités historiques, qui sont sans nuance, et qui se saisissent, si vous voulez, d'un fait qui évidemment ne peut qu'émouvoir, parce que Didier Deninck ne se contente pas de faire un roman, il fait ensuite un livre pour enfants, L'enfant du zoo. Il est derrière les grilles, le petit enfant. Ça n'a jamais existé. Hein. Ça n'a jamais existé dans ces formes-là, historiquement. En 1880, oui, peut-être, hein, mais pas en 1931. Et enfin, il y a une bande dessinée. Et j'ai trouvé au moins une dizaine d'éditions de Cannibal pour les collèges. Parce que l'éducation nationale adore ce genre de roman qui va permettre de soulever les grandes questions, ainsi de suite. Oui, mais sur des bases fallacieuses, fausses, je dirais, détournées. Alors, ça se poursuit, et là, on rentrera peut-être tout à l'heure, avec un certain discours décolonial. Là, cette fois, il est vraiment franchement décolonial, il est revendiqué comme tel. Alors, moi, je l'appelle décolonial racial. Pourquoi? Parce que Madame Françoise Vergès ne cesse de parler de colonial racial. Hein. Vous savez, il s'agit de faire une sorte de liaison définitive entre les deux mots, de manière à ce que, dès qu'on dit colonial, on pense racial. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais évidemment qu'il y a des théories de race, qu'il y a des représentations des races, on peut en parler, mais c'est un peu rapide. Mais pour moi, décolonial est fréquemment aussi l'occasion de raviver ces questions raciales. Alors, je termine sur ce bâtiment, sur ce monument qui est juste en face du palais de la Porte Dorée, et qui est un monument donc, à la mission Marchand, qui a été dynamité. Il y avait M. Marchand. Pendant longtemps, il y avait Clébot, c'est extraordinaire, on serait cru. Vous savez, en URSS aussi, quand il y avait des Staline, il y avait Clébot. Pendant toute une période, il y avait. C'est un monument inauguré seulement en 1949, qui a ensuite été donc, plastiqué. Je n'entre pas dans les détails de l'affaire. On a laissé un moment le bas du. Parce qu'il y avait donc le commandant Marchand, qui était un grand commandant Marchand, évidemment plus grand que les autres, c'est normal, dans la sculpture, et qui a ensuite été. Et qu'on a décidé de ne pas remettre, de ne pas refaire, vous voyez. Et donc maintenant, voilà l'état actuel, avec la bénédiction de Mme Vergès, qui trouve que c'est tout à fait normal, et qu'il faudrait même d'ailleurs enlever ce monument qui est régulièrement tagué. Là, j'entre évidemment dans le débat sur les statuts. Désolé d'avoir un petit peu dépassé, mais j'espère que nous allons pouvoir débattre aussi de certaines de ces questions.